La nuit qui a suivi le mariage de Cédric, nous nous sommes réunis autour d'une longue table en chêne à Bordeaux, encore à moitié ivre de champagne et de triomphe. Le domaine de Saint-Émilion avait offert tout ce que ma mère désirait. Des sommets montagneux rougeoyants au coucher du soleil, un quatuor à cordes sur la pelouse, des photos agencées comme des publicités pour une famille immaculée. Elle leva son verre, les yeux brillants comme de l'argent poli. Le mariage de ton frère était parfait. Les mots flottèrent comme une bénédiction, puis se posèrent sur moi comme de la cendre. Les autres riaient, repassant les détails de la réception. La façon dont Cédric avait fait tournoyer sa mariée lors de la première danse, le toast qui avait tiré des larmes. Je souriais poliment et passais la corbeille à pain. La fille modèle qui n'en demandait jamais plus. Mon cousin se pencha à travers la table, un sourire acéré. Alors, Éloane, quand ce sera ton tour ? Où prévois-tu de nous surprendre ? La table ondula d'amusement. Même mon père esquissa un léger sourire, comme si la blague était inoffensive. Je baissai le regard sur mes mains, tordant la serviette entre mes doigts. Ma bague scintilla brièvement sous le lustre, une trahison silencieuse de l'histoire qu'il m'avait écrite. Je repliai ma main sur mes genoux, laissant la lumière disparaître. Ma mère insista, sa voix mêlant taquinerie et instruction. N'attends pas trop, ma chérie. Tu ne rajeunis pas. Les rires montèrent à nouveau, insouciants et familiers. Je levai mon verre et sirotai le vin lentement, laissant la brûlure me stabiliser. Mon sourire tint, mais en dessous, une vérité attendait, patiente comme une mèche. Ils n'avaient aucune idée que l'histoire avait déjà tourné. Aucune idée que la blague leur était destinée. Alors que la table reprenait ses bavardages, je respirai une fois, me préparant à ce que j'allais dire. Les rires autour de la table s'épaissirent. Un chœur de voix transformant mon silence en une invitation. Le témoin de Cédric se pencha en arrière dans sa chaise, souriant d'un air suffisant. Attention, Éloane. Si tu attends trop longtemps, tu seras. Comment dit-on déjà ? Il claqua des doigts. De la marchandise usagée. La table éclata de ricanements. Ma mère secoua la tête, comme si elle était embarrassée pour lui, mais elle ne le corrigea pas. Au lieu de cela, elle sourit étroitement, comme si la cruauté n'était qu'une vérité dite tout haut. Je gardai mon verre stable, faisant tournoyer le pinot jusqu'à ce qu'il accroche la lumière. La chaleur me monta au cou, mais je ne la laissai pas s'épanouir en couleurs. J'avais appris il y a longtemps que mon silence était leur scène préférée, alors je souris. C'est déjà fait, dis-je, d'une voix égale, presque désinvolte. Je laissai les mots tomber entre nous comme de l'argenterie sur de la porcelaine. Vous n'étiez simplement pas là. Les rires cessèrent. Les fourchettes restèrent en suspens. Les verres gelèrent à mi-chemin des lèvres. Le sourire de mon cousin vacilla, la confusion se glissant dans ses yeux. Ma mère cligna des yeux une fois, puis encore, comme si elle avait mal entendu. Quoi ? Demanda-t-elle doucement. Je posai mon verre. Je suis mariée. La pièce se tendit. L'épouse de Cédric se déplaça inconfortablement, prise au milieu d'une révélation qu'elle n'avait pas anticipée. Mon père se racla la gorge, mais ne dit rien. Quand ma mère insista, sa voix aiguë maintenant, dépouillée de toute amabilité, je répondis. Il y a 6 mois, au palais de justice, simple, sans drame. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Le regard de Cédric papillonna de moi à nos parents, son expression mêlant incrédulité et irritation, comme si j'avais brisé un scénario qu'il avait mis tant d'efforts à mémoriser. Je me penchai en arrière, repliant ma serviette sur mes genoux, l'image même du calme. Ils avaient toujours confondu mon silence avec de la faiblesse. Ce soir, ils apprendraient que ce n'était que de la retenue. Alors que le poids de mes mots s'installait dans la pièce, leurs questions commencèrent à monter d'un coup, vives et frénétiques, exigeant une explication que je n'avais aucune intention d'offrir. Leurs voix se brouillèrent alors que les questions fusèrent à travers la table. Mais dans mon esprit, une autre nuit se déroulait. Une soirée tranquille à Lyon, quand j'ai réalisé pour la première fois que j'avais été effacée. C'était la fin du printemps, la ville se réchauffant après des mois de pluie. Chaque jour, je vérifiais la boîte aux lettres devant mon appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, m'attendant à moitié à la lourde enveloppe avec des lettres en relief.
Le mariage de Cédric était tout ce dont ma mère parlait lors de nos appels sporadiques. Sûrement elle ne m'oublierait pas. Sûrement il ne le ferait pas. Mais la boîte resta vide. Des factures, des prospectus, rien d'autre. Quand j'ai finalement demandé, la voix de ma mère était légère, dismissive. Nous pensions que tu serais occupée par le travail, ma chère. Tes horaires de professeur sont impossibles. Cédric enchaîna avec sa propre phrase. Nous pensions que cela pourrait être compliqué, que tu amènes quelqu'un. Chaque excuse tombait comme une pierre polie, lisse, rodée, impossible à saisir. Le matin du mariage, je suis restée au lit plus longtemps que d'habitude, mon corps lourd d'un sentiment que je ne voulais pas nommer. L'après-midi, mon téléphone vibra sans arrêt. Des photos inondèrent mes flux. Cédric et sa mariée encadrés par la Saône. Sa robe captant la lumière dorée. Mes parents rayonnant comme si on leur avait remis des couronnes. Il y avait une photo de groupe. Mes cousins, mes tantes, tout le monde dans des nuances coordonnées de crème et de sauge. La légende disait, la famille pour toujours. Je fixai l'écran jusqu'à ce que les bords deviennent flous. Je n'ai pas pleuré. Pas alors. Je défilais, le visage brûlant, le cœur battant, attendant la preuve que c'était une erreur, que mon nom avait glissé de la liste par accident. Mais la preuve ne vint jamais. Au lieu de cela, le silence vint. Pas d'appel pour expliquer, pas d'excuses, juste la propreté d'une histoire racontée sans moi. Cette nuit-là, j'ai fermé mon téléphone et me suis assise près de la fenêtre, les lumières de la ville de Lyon brillant en rangée. Il m'est apparu alors que être laissé de côté n'était pas la trahison. C'était de réaliser que je n'avais jamais été compté. Des mois plus tard, quand j'ai prononcé les mots à travers cette table, la vérité était déjà rodée, gravée profondément dans le silence de cette enveloppe manquante. 6 mois avant la célébration de Cédric, je me tenais à l'intérieur du palais de justice de Lyon, main dans la main avec Antoine. Les sols en marbre résonnaient faiblement sous nos pas. Nos reflets s'étiraient dans les hautes portes vitrées. Une greffière vérifia nos papiers. Le juge nous demanda si nous étions prêts, et c'est tout ce qu'il fallut. 2 signatures, 2 témoins, un vœu prononcé d'une voix ferme, pas de discours répétés, pas de places assignées, personne pour prendre des photos en notre nom. Ensuite, nous sommes sortis dans l'après-midi gris de Lyon, la ville occupée par ses propres affaires. Antoine portait un petit bouquet de calas enveloppé dans du papier craft, les fleurs que j'aimais le plus. Nous avons traversé la rue en direction du parc des Berges du Rhône où le fleuve coupait une ligne argentée entre les ponts. La brise du Rhône souleva mon voile, simple, emprunté à une amie, et je ris quand Antoine le rattrapa avant qu'il ne s'envole. Nous nous sommes arrêtés sur une butte surplombant l'eau, les arches métalliques du pont de la Guillotière derrière nous. Là, sans cérémonie, nous avons lu des mots que nous avions écrits sur des bouts de papier, des promesses façonnées par l'honnêteté, non par la performance. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Elles tremblaient parce que j'avais enfin franchi un pas dans quelque chose qui m'était entièrement propre. Antoine glissa la bague à mon doigt, une fine alliance en or que nous avions choisie ensemble dans une boutique près de la place Bellecour. Personne n'a applaudi. Personne n'a pleuré. Seul le fleuve fut témoin. Et cela suffisait. Plus tard ce soir-là, il creusa le sol près de notre petite location près de la colline de Fourvière et planta des bulbes de lys, en disant « Maintenant ton nom pousse ici ». J'ai envoyé une photo à mes parents le lendemain. Moi, en plein tourbillon, les cheveux au vent, le bras d'Antoine autour de ma taille. Je riais d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. J'attendais un appel, un mot, n'importe quelle reconnaissance qu'il l'avait reçue. Rien ne vint. Le silence était plus fort que le rejet. Ils me disaient qu'ils avaient décidé que ma joie ne faisait pas partie de l'histoire qu'ils voulaient raconter. Au moment où le mariage de Cédric se déroulait, je savais déjà le peu de place que j'occupais dans l'album de famille. Le silence qui a suivi ma photo de mariage n'était pas nouveau. Ce n'était que le plus récent écho dans un long couloir d'omission. En grandissant, les trophées de Cédric trônaient sur la cheminée, des coupes brillantes de tournois de baseball, des plaques de débat, même un ruban d'une foire scientifique où il n'avait obtenu que la 2e place. Mes dessins encadrés sous verre bon marché passaient des années empilés dans le placard du couloir. Lorsque les voisins venaient,
ma mère les conduisait toujours vers la collection de Cédric, sa voix vibrante de fierté. Si quelqu'un me posait des questions, elle disait légèrement, « Éloane, notre silencieuse. Elle est serviable. » Chaque décembre, elle écrivait ses lettres de vœux sur du papier épais couleur crème. Je la vois encore à table, stylo en main, racontant les promotions de Cédric, ses stages universitaires, ses fiançailles. Quand il s'agissait de moi, elle glissait une seule phrase, toujours vague. Éloane est occupée par ses projets. Jamais une mention de la fresque que j'avais peinte au centre communautaire ou de la bourse que j'avais obtenue pour financer des programmes artistiques au collège. Mon nom remplissait un espace comme une ponctuation nécessaire, mais à peine remarquée. Au début, je pensais que l'invisibilité était une sécurité. Si je n'en demandais pas trop, je ne pouvais pas les décevoir. Si je restais fiable, on me laisserait tranquille. Mais l'invisibilité se calcifie. Elle devient sa propre cage, vous enfermant hors du récit jusqu'à ce que vous commenciez à vous demander si vous en avez jamais fait partie. Au moment où le mariage de Cédric arriva, je reconnus le schéma. Je n'étais pas simplement oubliée. J'étais supprimée. Pas malicieusement peut-être, mais stratégiquement, une gomme déguisée en harmonie. Ma mère préférait les lignes épurées d'une histoire qui correspondait à ses attentes, un fils qui réussissait. Une fille qui ne compliquait pas les choses. Et pourtant, chaque fois qu'elle appuyait sur la touche supprimer, je le sentais, quand elle laissait mes réussites hors de ses lettres. Quand elle présentait l'épouse de Cédric les larmes aux yeux, mais ignorait l'homme que j'aimais comme s'il était temporaire. Quand elle faisait défiler ma photo au palais de justice et choisissait le silence plutôt que la reconnaissance. Ces coupes se sont accumulées lentement et régulièrement jusqu'à cette nuit à Bordeaux où j'ai enfin laissé la vérité s'échapper. La mèche n'a pas été allumée par une blague cruelle ou une seule moquerie. Elle brûlait depuis des années. Chaque omission, une autre étincelle transportée. Alors, quand je leur ai dit que j'étais mariée, ce n'était pas une bombe. C'était une frontière. Et pour une fois, je n'allais pas reculer après l'avoir posée. 2 jours plus tard, mon père me demanda de le rencontrer seul au café des Jacobins. J'ouvris ma boîte de réception pour un message de lui. Juste 5 mots. Peut-on parler ? Juste nous. J'ai failli le supprimer. Pendant des années, son silence avait été le mortier qui maintenait le contrôle de ma mère. Mais la curiosité me tira vers le oui. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée au café des Jacobins, installée dans une banquette en vinyle rouge qui sentait légèrement le gras de bacon et l'expresso brûlé. Il était déjà là, le café à moitié plein, les mains jointes comme s'il se préparait à la confession. Ses yeux se levèrent quand je m'assis, plus doux que je ne m'en souvenais. J'ai gardé la photo, dit-il sans préambule. Un instant, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Puis je vis le coin d'une enveloppe dépassant de la poche de son manteau, la photo du palais de justice que j'avais envoyée des mois auparavant, celle que ma mère n'avait jamais reconnue. Il la fit glisser sur la table. Les bords étaient usés, froissés d'avoir été dépliés plus d'une fois. Ta mère a dit que c'était irrespectueux, continua-t-il. Mais je ne pouvais pas la jeter. Je fixai l'image, mon propre rire figé en plein mouvement, le bras d'Antoine stable autour de moi, ma gorge se serra. Pourquoi ? Demandai-je. Il sirota son café, les yeux baissés. Parce que ça avait l'air réel, et parce que je voulais garder une chose qui était à toi. Les mots semblaient fragiles, comme s'ils pouvaient se briser si je les questionnais trop. Le silence plana entre nous jusqu'à ce qu'il demande finalement, « Est-ce qu'il est bon avec toi ?» Oui, dis-je, ma voix ferme. Mieux que d'être invisible. Ses lèvres se serrèrent, comme si la réponse était à la fois un soulagement et un reproche. Il hocha lentement la tête, mais il n'y avait aucune promesse. Aucun vœu qu'il cesserait de se cacher derrière le silence, juste une reconnaissance, tardive et incomplète. Je repliai soigneusement la photo, la remettant dans son enveloppe. La garder n'efface pas le reste, lui dis-je. Il ne discuta pas. Il me regarda seulement avec une expression qui oscillait entre l'excuse et l'abandon. 2 jours plus tard, l'album de mariage arriva sur le pas de ma porte. Le colis arriva un après-midi gris à Lyon, du genre où la pluie ne tombe pas tant qu'elle ne stagne pas dans l'air. Une épaisse enveloppe couleur crème était appuyée contre la porte de mon appartement, le blason de ma famille gaufré en or dans le coin.
Pas d'adresse de retour, pas de mots. Je la portai à l'intérieur, la posai sur le comptoir de la cuisine et l'ouvris avec un couteau. À l'intérieur se trouvait l'album, le mariage de Cédric conservé dans des pages glacées et des légendes manuscrites. Au début, c'était prévisible. Le dîner de répétition à Saint-Émilion. La cérémonie au bord du lac encadré par les montagnes. Ma mère en plein toast, les yeux humides et la voix tremblante. Puis je tournai une page et je me figeai. Le portrait de famille. Tout le monde arrangé en rangées soignées, souriant comme pour une publicité de magazine. Sous la photo, chaque nom soigneusement imprimé en calligraphie. Et là, entre Cédric et mes parents, se trouvait une femme aux cheveux foncés dans une robe que je reconnaissais, pas la mienne, mais proche. Une cousine de Bretagne qui partageait ma taille, ma coloration. La légende sous son image disait « Éloane Dubois ». Mon estomac se contracta. Il ne m'avait pas seulement laissé de côté. Il m'avait réintégré en utilisant le corps de quelqu'un d'autre. Antoine entra du salon, essuyant ses mains avec une serviette. Il vit la page par-dessus mon épaule et sa mâchoire se serra. « Ils t'ont remplacé, dit-il doucement. Puis, après une pause, plus doucement, cela signifie que tu comptais pour eux. Les mots auraient dû me réconforter, mais ils me firent mal. Si je comptais, pourquoi m'effacer du tout? Pourquoi maquiller une substitution et l'appeler vérité? Je refermai l'album lentement, pressant les pages ensemble comme si les images pouvaient s'échapper si je n'étais pas prudente. L'enveloppe était toujours sur le comptoir, son blason doré scintillant sous la lumière de la cuisine. Je pris un marqueur dans le tiroir, le décapsulai et fixai le devant vierge du colis. Le lendemain matin, je le reportai à l'extérieur. Le mot que j'avais écrit se tenait en gras sur sa face, l'encre noire coupant le blason doré comme un verdict. Retour à l'envoyeur. Rien de plus, pas d'explication, pas d'excuse pour l'adoucir, juste la vérité qu'ils avaient essayé d'effacer, griffonnée sur leur emballage soigné. Je le portai en bas de la rue jusqu'à la boîte aux lettres bleues du coin. Le métal était froid sous mes doigts alors que je soulevais la poignée et laissais l'enveloppe glisser dans l'obscurité. Le bruit qu'elle fit en tombant fut plus aigu que je ne l'attendais. Final et éloigné comme les mots ne l'étaient jamais. Le soir, ma boîte de réception s'illumina. L'objet de l'email de ma mère disait « Tu nous as pris par surprise ». Ces mots étaient coupés, répétés. Elle m'accusa de cruauté, insista que l'épouse de Cédric avait le cœur brisé, affirma qu'il n'y avait pas eu besoin de faire une scène au dîner. Je lus les lignes 2 fois, cherchant même un fragment de curiosité sur la raison pour laquelle j'étais restée silencieuse si longtemps. Il n'y en avait aucune. 2 heures plus tard, Cédric publia une photo sur les réseaux sociaux. Lui et sa mariée à Saint-Émilion, les verres levés. La légende, le véritable amour se montre. Les commentaires s'accumulèrent rapidement, des amis affirmant, des parents applaudissant. Je ne pris pas la peine de répondre. Ce n'était pas écrit pour moi de toute façon. Au lieu de cela, j'ouvris un carnet et commençai à planifier quelque chose à moi. Pas un autre mariage, pas une reprise, mais un rassemblement qui ne pourrait pas être modifié ou mis en scène. Je choisis le parc de la Tête d'Or dans le 6e arrondissement de Lyon où des ponts de bois traversent des étangs calmes et des fleurs débordent dans chaque recoin. Un endroit où la présence comptait plus que la performance. 30 noms remplirent la page. Amis, collègues, voisins, des gens qui s'étaient présentés sans qu'on le leur demande, des gens qui me voyaient sans révision. Antoine se pencha par-dessus mon épaule, lisant la liste. « Ça me semble juste, dit-il. » Et pour la première fois depuis des mois, je me sentis assez légère pour le croire. Le soir de notre rassemblement, le jardin semblait vivant de plus que des fleurs. Des lanternes pendaient bas sur le pont de bois, projetant des reflets sur l'étang, et les voix se mêlaient au bruit de l'eau glissant sur les rochers. 30 chaises formaient un cercle lâche. Pas de table d'honneur, pas de scène. Les gens venaient portant des tartes, des carafes de limonade, des bouquets cueillis dans leur propre jardin, des amis du travail, quelques voisins, même 2 de mes anciens élèves. Chaque visage un rappel que l'appartenance n'était pas quelque chose pour lequel je devais auditionner. Antoine me serra la main avant que nous commencions. Nous nous tenions ensemble au centre du cercle, non pas pour jouer, mais pour dire ce qui avait autrefois été gardé secret. Nous avons relu nos vœux,
les mêmes que nous avions murmurés au palais de justice, cette fois à voix haute, ferme, sans honte. J'entendis ma voix se fêler une fois, non pas par nervosité, mais par le poids qui se levait enfin. Quand je regardais autour de moi, personne ne mesurait ma valeur par rapport à la cérémonie de Cédric. Personne ne comptabilisait les coups ou ne critiquait les robes. Ils étaient simplement là, les yeux ouverts, écoutant au bord du cercle, près des marches en pierre. J'aperçus mon père. Il n'avait pas annoncé sa venue. Il ne s'approcha pas, n'interrompit pas. Il resta en retrait, les mains dans les poches, le visage illisible mais attentif. Lorsque nos vœux se terminèrent et que le petit groupe éclata en doux applaudissements, il s'attarda. Alors que je passais près de lui, il murmura « J'essaie d'apprendre à être présent ». Je ne répondis pas. Les mots auraient rendu cela plus petit que ce que c'était. Alors que la nuit s'étirait, nous avons allumé des bougies et les avons laissées flotter sur l'étang. Leurs reflets scintillaient ensemble, désordonnés, non corrigés, beaux dans leur irrégularité. Des semaines passèrent avant que ma mère ne me contacte. L'objet de l'email était simple, prête à parler quand tu le es. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui avait été fait, juste une porte entr'ouverte selon ses conditions. Je répondis avec les miennes. Si nous devions parler, ce serait sans révision, plus d'invitations inventées, plus de noms échangés dans les légendes. Ma vie ne serait pas remodelée pour correspondre à sa version de la famille. Elle ne répondit pas tout de suite. Mon père le fit avec un court mot. Je t'entends. Je respecterai. C'était la chose la plus proche d'une promesse qu'il n'ait jamais faite. Cédric, quant à lui, envoya un message sec sur la loyauté et l'embarras. Ces mots étaient vifs mais creux. Pour une fois, je les laissai passer sans réponse. Le silence, cette fois, était à moi de le manier. Un soir, Antoine et moi nous sommes promenés sur les quais du Rhône, la ligne d'horizon de la ville brillant de l'autre côté du fleuve. Des cyclistes passaient, des joggeurs en rythme, et le fleuve portait tout cela régulièrement vers le nord. Je glissai une main dans la poche de mon manteau et sentis le bord de la photo du palais de justice, plié mais intact. Je la sortis et regardai notre rire figé, le flou de ma robe prise en plein mouvement. Pendant des mois, cela avait été la preuve de l'amour, de la défiance, d'une vie qui n'avait pas besoin de leur permission. Maintenant, c'était autre chose, non pas une preuve, mais un rappel. Je la remis dans ma poche et m'appuyai contre la rambarde, le reflet des ponts scintillant sur l'eau. Pour la première fois depuis des années, l'histoire devant moi était la mienne seule. Aucune révision n'attendait, aucun public à satisfaire. Et alors que le fleuve bougeait sous nous, je sentis le poids de la famille s'alléger en quelque chose que je pouvais enfin choisir.